Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous poser une question qui est posée par Anas Aladji dans une vidéo que je me propose de commenter aujourd'hui. Et la question est la suivante, elle me semble assez intéressante. C'est est-ce que la monnaie mondiale aujourd'hui c'est le dollar ou est-ce que la monnaie mondiale aujourd'hui c'est le pétrole? Puisque il ne vous a pas échappé que nos monnaies fiduciaires, dollars, euros, etc. Ne se portaient pas forcément très bien, elles dévaluaient régulièrement, qu'aujourd'hui peut-être que le dollar a augmenté, mais si le dollar a augmenté c'est parce qu'il gagne une course déclopée, il est éclopé mais un petit peu moins que les autres, donc il se renforce par rapport aux autres, c'est un jeu relatif, mais il se porte aussi assez mal, mais en tout cas disons qu'il se porte moins mal que les autres. Et donc dans ces conditions d'inflation, de surinflation et de dévaluation progressive de la valeur de nos monnaies, on peut se demander si le dollar, l'euro, etc. sont encore de vrais étalons de valeur pour nos économies. Et si l'or noir n'est pas plus indiqué pour ce faire. Alors petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet, je dirais que c'est aussi valable dans une moindre mesure pour l'or, l'or jaune, l'or métal. Parce que aujourd'hui donc nos monnaies se dévaluent, notamment l'euro. Regardez un peu la dévaluation de l'euro par rapport au dollar. On est bientôt à la parité entre les deux monnaies. On a perdu 20 à 30% par rapport au niveau, je dirais, des dernières années de l'euro par rapport au dollar. Et donc, quel sens ça a encore de valoriser son patrimoine personnel en euros, par exemple, puisque l'euro dévalue? N'est-il pas plus intéressant de valoriser son patrimoine dans la monnaie des monnaies, dans la monnaie immuable, dans la monnaie qui existe depuis des millénaires, qui est l'or? Aussi, n'est-il pas plus intéressant de dire mon patrimoine vaut tant d'onces d'or, tant de kilos d'or, plutôt que de dire mon patrimoine vaut X euros? On peut se poser la question. L'or est une monnaie depuis des millénaires. Pourquoi? Parce que l'élément physique or a toujours les mêmes qualités et il aura toujours les mêmes qualités, c'est immuable, l'or est inaltérable, l'or est souple, l'or est fractionnable facilement. Il est probable que dans l'univers entier, il est utilisé comme une monnaie parce que cet élément chimique et cet élément physique est le même dans l'univers entier. Donc utilisons peut-être la monnaie par excellence pour valoriser nos patrimoines et pour voir véritablement ce qu'on vaut, pour voir précisément ce qu'on vaut. Alors c'est une méthode peut-être qui demande un petit peu de retravail, encore que c'est pas si compliqué que ça, de faire la conversion entre des euros et des onces d'or. Mais forcément, bon, ça fait un petit peu mal, ça pique un peu, parce que ce qui se revalue, si votre patrimoine se revalue en euros, c'est pas forcément parce que vous êtes meilleur, c'est peut-être juste parce que l'euro s'est dévalué. Donc votre patrimoine s'est relativement apprécié en euros. Mais par contre en os d'or, il a peut-être complètement dégringolé. Donc voilà, petite parenthèse fermée. L'or est un marché trop peu profond pour devenir la monnaie mondiale. J'avais déjà fait un podcast sur la possibilité d'avoir un système monétaire alternatif en or, où j'expliquais, et je vous le mettrai en description de la vidéo, le lien de ce podcast, où j'expliquais qu'on pouvait probablement utiliser un système de blockchain couplé à l'or qui permettait via des coffres-forts privés et un système d'audit et de sécurisation et d'assurance privée par ailleurs qui fonctionnerait sur la base d'une concurrence ou d'une compétition libre, qui permettrait donc de fractionner par l'intermédiaire de la blockchain des kilos d'or sans forcément avoir à déplacer cet or physiquement, parce que c'est le problème de l'or, c'est lourd, c'est dense, et donc d'utiliser la blockchain qui est légère, qui est relativement sûre et décentralisée pour fractionner l'or qui lui ne bougerait pas, qui serait dans des coffres, sauf que cet or physique qui ne bougerait pas, lui, en fait, en termes de type de propriété, bougerait par l'intermédiaire de la blockchain. Bon, voilà, j'expliquais ça, mais le problème de l'or, c'est que c'est un marché beaucoup trop peu profond pour pouvoir servir donc de valorisation au marché du pétrole qui lui est très large, parce que toutes les économies depuis la Seconde Guerre mondiale ont complètement explosé à la hausse grâce à cet élément physique extrêmement dense qui était dans nos sous-sols, qui ne servait jusque-là quasiment à rien, à part huiler ou à faire un peu d'éclairage. Et d'un coup, on a commencé à utiliser cet élément physique qui était extrêmement calorifique, en plus liquide, facilement transportable, enfin bref, qui a été une véritable révolution. Nous sommes des enfants du pétrole. Nous sommes des enfants du pétrole. Tous ceux qui critiquent le pétrole, écoutez, essayez de vivre
choses. Déjà, vous n'avez plus de voiture. Hein, chez vous, vous enlevez la moitié des composants de votre maison, plus de télé, plus de lunettes, la moitié de vos vêtements, et même plus que la moitié sûrement, terminés à la poubelle. Donc essayez de vivre sans pétrole dans une civilisation du pétrole. Nous sommes des enfants du pétrole, nous sommes des baby oil, et il faut regarder la réalité en face. Donc le marché du pétrole est extrêmement large, et malheureusement le marché de l'or, lui, physiquement, l'or c'est difficile à extraire, il n'y en a pas tant que ça, il est rare. C'est aussi pourquoi il a de la valeur au-delà de ses propriétés physiques universelles et intemporelles. Et bien l'or est trop peu profond pour pouvoir valoriser le marché du pétrole. De même, les crypto-monnaies sont un marché trop profond pour valoriser le pétrole. On peut faire ce qu'on veut, mais le marché des crypto-monnaies, à son top, à son maximum, c'était 3 trillions de dollars. Mais le marché du pétrole, c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et en plus de ça, vous avez une volatilité au niveau des cryptos qui fait que on ne peut pas s'en servir. D'autant que cette volatilité a été mise en exergue avec le crash des cryptos, je dirais, en juin 2022. On est passé d'un market cap, c'est-à-dire d'une valorisation totale des cryptos de 3 trillions à, je crois, moins de 1 trillion en quelques semaines. Donc qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Non seulement c'est pas large, en plus c'est volatile. Or, pour avoir une monnaie mondiale, il faut répondre à 3 critères. 1, une moindre volatilité, donc une stabilité. 2, une grande liquidité, une grande disponibilité de la ressource, du symbole monétaire. 3, que ça puisse être utilisé dans le monde entier sans trop de frais. Et force est de constater qu'aujourd'hui, seul le dollar répond à ces 3 critères. Le dollar est stable relativement, en tout cas par rapport à tout ce qu'il y a à côté. Peut-être pas par rapport à l'or, mais ce que le dollar a par rapport à l'or, c'est qu'il est liquide, et il est très large, il est très profond, que l'or n'a pas. Et enfin, il peut être utilisé dans le monde entier à des frais moindres, ce que, encore une fois, l'or ne permet pas de répondre, puisque, encore une fois, si vous n'utilisez pas un système de blockchain couplé à l'or physique, eh bien l'or physique c'est difficile à déplacer, c'est lourd, c'est compliqué, quoi. Et puis il y a quand même de bonnes raisons pour lesquelles nous avons abandonné les talons or après la Seconde Guerre mondiale, puisque tout simplement, encore une fois, après la Seconde Guerre mondiale, nous nous sommes mis à être des enfants du pétrole. Nos économies ont explosé grâce à l'apport calorifique qui était le pétrole, qui était là depuis des millions d'années dans notre sol, qu'on n'utilisait pas. Et puis d'un coup, on a commencé à l'utiliser. Cette ressource était gratuite, quasiment gratuite. On faisait des trous dans le sol, ça sortait du sol, et on transformait toutes nos économies avec ça, quoi. Et donc, ça a forcément développé énormément nos économies. Et l'or, les talons or est devenu un corset, un carcan beaucoup trop étroit par rapport à nous. On grossissait dans ce corset, et au final on a fini par le péter, quoi, par l'exploser complètement, ce corset de l'étalon or. Parce qu'encore une fois, c'est un étalon physique, difficile à déplacer, difficile à fractionner, etc. etc. Donc aujourd'hui, l'or, pardon. Ni l'or ni les cryptos ne peuvent prétendre à remplacer le dollar, le roi dollar. Mais quand même, l'affaiblissement du dollar pose question. Il pose question, et il avait déjà posé question dans les années 70. Une fois n'est pas coutume, je vais faire un petit rappel historique, un petit retour historique. Mais dans les années 70, donc, vous avez le choc pétrolier, et donc vous avez de l'inflation. D'un coup, finalement, ce qui s'est passé dans les années 70, c'est que la production de pétrole a commencé à diminuer tendanciellement. La dérivée de la production de pétrole a commencé à diminuer. C'est-à-dire que jusque dans les années 60, vous faisiez un trou dans le sol, en gros, ça explosait, et c'est bon, le pétrole se lissait, vous n'aviez pas beaucoup d'efforts à faire. Et puis, en fait, petit à petit, on a réussi à découvrir de nouveaux puits, de nouvelles régions, on est allé au Moyen-Orient, etc. Sauf qu'à un moment donné, on a pu trouver tant que ça de nouvelles ressources, et les ressources existantes avaient un taux de déplétion, c'est-à-dire un taux d'épuisement de la puissance énergétique des puits de pétrole qui augmentait.
Et donc à la fin des années 60, début des années 70, la production de pétrole continuait à augmenter, mais elle continuait à augmenter moins vite qu'à son précédent niveau. Donc la dérivée de production de pétrole, non pas la fonction première, la fonction seconde, a commencé à diminuer, à décliner. Or, à ce moment donné, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on fait à chaque fois, c'est-à-dire on s'est dit, on va créer plus d'argent, plus de symboles monétaires, comme ça on sera toujours aussi riche. Sauf que la valeur, et la valeur c'était la valeur pétrolière, la valeur de la ressource pétrolière, elle a diminué. Donc on s'est dit, avec du symbole, on va compenser ce qu'on n'a pas avec du dur, du solide, de l'énergie. Et sauf que le symbole, évidemment, l'illusion monétaire, ça ne dure qu'un temps. Et donc dans les années 70, on a commencé à faire de la création monétaire. On avait un petit peu moins de pétrole qu'avant, relativement, encore une fois, et on avait relativement plus de monnaie. Et donc on a créé de l'inflation. Et donc si vous voulez, les Saoudiens, à ce moment-là, ils disaient, mais attendez les mecs, on vous fournit du pétrole en dollars, et vos dollars, ils perdent de la valeur de mois en mois. De mois en mois, on perd de la valeur sur ce qu'on vous fournit. On vous fournit toujours le même pétrole, c'est toujours la même molécule qu'on vous fournit. Par contre, vous nous fournissez un symbole monétaire qui se dévalue régulièrement. Comment on fait? Ce qu'on va faire, les mecs, ok? Et donc cette question s'est posée en Libye, en Arabie Saoudite, en Iran, à peu près toujours au même moment. Les gars se sont dit, attends, on est en train de se faire flouer par les Américains. Avant, ils nous donnaient un dollar qui avait une valeur en or, qui était stable, etc. contre notre pétrole, donc ça nous allait très bien, c'était stable, tout ça allait. Aujourd'hui, ça perd de la valeur de mois en mois, et donc on se fait flouer. Finalement, on leur fait une promotion sur notre pétrole. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser le pétrole dans notre sous-sol, et on va plus leur vendre. En tout cas, on va moins leur vendre, on va réduire notre production. Alors évidemment, à ce moment-là, ça a créé de nombreuses crises, hein. C'est le choc pétrolier, le premier choc pétrolier du début des années 70. Et qu'est-ce qu'ont commencé à faire les Américains? Qu'est-ce qu'ont commencé à dire les Américains? Donc dans les années 70, premier et deuxième choc pétrolier, ils ont commencé à dire, ok les mecs, c'est vrai, on a abandonné en gros en 1973 avec Nixon les talons or qui garantissaient une valeur stable de l'or par rapport au dollar. On a abandonné ce système, on n'est plus capable de le tenir, mais ne vous inquiétez pas, nous avons la solution pour vous garantir un pouvoir d'achat constant par rapport au baril de pétrole que vous allez vous fournir. Et cet actif, c'est les bons du Trésor. Pourquoi? Parce que les bons du Trésor s'adaptent, sont ancrés dans les anticipations d'inflation. Et donc nos obligations d'État américains vont vous rapporter 6, 7, 10% en fonction de l'inflation. Et donc vous allez être compensé de fait automatiquement par rapport à l'inflation. Donc n'ayez crainte, ne prenez plus forcément nos dollars pour les stocker, etc., les acheter. Enfin, on va peut-être moins commercer en dollars directement. Ce qu'on va faire, c'est que vous nous donnez votre pétrole et on vous donne en échange nos obligations d'État américains qui sont basées, qui tiennent compte des anticipations inflationnistes et déflationnistes, enfin bref, qui tiennent compte de l'inflation. Et donc les Saouds se sont dit, bon ok, très bien, finalement on va s'y retrouver. Et donc ils ont commencé à être de gros acheteurs d'obligations d'État américains, mais aussi européens. Les pétromonarchies font tourner aujourd'hui l'euro. C'est grâce aux pétromonarchies que l'euro se stabilise au niveau de ses balances mensuelles. Et tout ça allait très bien jusqu'à très récemment finalement, parce qu'on a eu de nouveau une diminution de la dérivée de production de pétrole, je dirais à partir de 2007-2008. Et finalement depuis 2007-2008 on a une sorte de plateau sur le pétrole conventionnel jusqu'à aujourd'hui. On a le shale oil, le pétrole non conventionnel qui a pris un petit peu le relais, mais qui coûte très cher, qui n'a pas réussi à remplacer cette facilité du pétrole conventionnel. On fait un trou, ça sort et on l'exploite. Donc depuis 2008, on a eu, pareil qu'au début des années 70, une diminution de la dérivée de pétrole, production de pétrole. Mais en plus de ça, en plus de la diminution de la dérivée de production de pétrole, c'est-à-dire que le pétrole augmentait, la production de pétrole augmentait, mais moins qu'avant, eh bien on a eu même une diminution de la production nette de pétrole. Donc non pas sur la fonction seconde, mais sur la fonction première. C'est-à-dire qu'on sortait moins de pétrole qu'avant, tout simplement. En tout cas, c'était relativement stable, ça n'augmentait plus comme avant. Et c'est pour ça qu'on a eu la crise, enfin c'est entre autres ce qui a engendré la crise de 2007-2008. C'est-à-dire qu'encore une fois, en 2007-2008,
on a dit ok, on a moins d'énergie, en gros, pour faire tourner l'économie, on a moins de croissance. Donc on va remplacer ça par du symbole monétaire. On va faire des prêts à tout va, à n'importe qui. Un ex-dollar, il peut sortir de prison, il a 2 mars en poche et je sais pas, 3 dollars. Il peut s'acheter une baraque, de toute façon c'est pas grave. Il va emprunter, mais le marché immobilier il est stable, tout le monde le sait, il augmente. Donc même si de toute façon il n'arrive pas à rembourser parce que c'est un ex-dollar, personne ne veut lui donner un boulot, et bah, de toute façon, même s'il fait rien, sa maison va continuer à augmenter en valeur comme par magie, donc on peut lui faire un prêt, il n'y a pas de problème. S'il n'arrive pas à rembourser, on lui reprendra sa baraque. Au pire, elle n'aura pas perdu de valeur et terminé. Et bien évidemment, ça n'a pas eu qu'un temps. Comme disait Michael Burry dans le Big Short, qui est un film que je vous conseille de regarder, vous trouvez pas ça bizarre? Il pose cette question à un analyste qui souhaite travailler avec lui dans son fonds d'investissement. Et vous trouvez pas ça étonnant à un moment donné que au moment de la bulle Internet, on a eu une explosion à la baisse du Nasdaq qui a perdu plus de la moitié de sa valeur, alors que l'immobilier à Palo Alto, au cœur de la Silicon Valley, n'a pas bougé. Vous trouvez pas ça étonnant que le sous-jacent, ce qui crée la valeur dans la Silicon Valley, c'est-à-dire finalement toutes ces entreprises, start-up, etc., bulle Internet, voilà, tout ça s'est cassé à la figure, mais l'immobilier de cette zone, qui ne fonctionnait que grâce à ça quasiment, lui ne s'est pas cassé la figure. Vous trouvez pas ça étonnant? Et le gars lui dit non, non c'est pas étonnant parce que de toute façon l'immobilier on sait que c'est stable, etc., que ça bouge pas, voilà. Et donc Michael Burry finit en disant ouais ok, c'est sûrement ça, ouais d'accord. Mais quand même, tu vas me rechercher tous les crédits subprimes que font les grandes banques américaines, et puis voilà, tu me dis en fait les pires dans tout ça, et nous on va jouer short là-dessus, c'est-à-dire qu'on va aller contre ces produits financiers qui étaient les subprimes, qui étaient des produits dérivés. On va jouer contre ça. Et donc il avait vu parfaitement le problème. Le problème c'était quoi? C'est qu'il y avait beaucoup trop de dettes par rapport au sous-jacent. Et donc c'est ce qui s'est passé en 2007-2008. Vous aviez beaucoup trop de symboles monétaires, vous avez beaucoup trop de dollars, vous avez beaucoup trop de prêts par rapport au pétrole, par rapport au sang de l'économie qui était le pétrole qui permet de transformer l'économie, qui fait l'économie. Voilà. Et donc finalement aujourd'hui nous sommes dans la même situation que dans les années 70. Nous avons trop peu de pétrole pour beaucoup trop de création monétaire. Et donc nous avons de l'inflation. Et donc le pétrole perd relativement en valeur par rapport à l'or, par rapport le dollar perd de la valeur évidemment aussi par rapport au pétrole. Le pétrole a fortement augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dollar a perdu en valeur par rapport au pétrole. Et donc les Saoudiens voient toutes ces évolutions et sont très inquiétés par le crash qui a eu lieu en mai et juin 2022 sur le marché obligataire américain. Le marché obligataire, c'est le marché des dettes publiques, c'est un marché énorme, c'est le plus gros marché financier qui soit, puisque les États sont de loin les acteurs les plus endettés, et donc c'est le plus gros marché, c'est le marché le plus large. Et donc qu'est-ce qui s'est passé avec l'inflation? Eh bien les prêteurs, ceux qui ont de l'épargne, ont commencé à se dire attendez les mecs, on est censé acheter des bons du trésor américain à 10 ans, donc c'est l'État américain qui emprunte de l'argent donc à des acteurs économiques qui ont de l'épargne, qui leur dit écoutez, vous me prêtez je sais pas moi 100 000 $, et donc chaque année je vous donne 3%. Voilà. Et donc à la fin je vous paye les intérêts qu'on appelle des coupons, hein, quand il s'agit des obligations. Je vous donne des coupons annuels, 3%, et puis à la fin je vous rembourse petit à petit, je vous rembourse le principal, donc les 100 000 $. Voilà. Et sauf que le problème c'est que si vous voulez, quand vous prêtez à l'État américain à 3% sur 10 ans et que l'inflation est à 10%, bah vous perdez de l'argent. Même si vous récupérez 3% annuellement, et bah si si la monnaie dans laquelle vous avez prêté se dévalue de 10%, et bah vous perdez 10 moins 3%, vous perdez 7% par an. Vous vous rendez compte? Et donc les Saoudiens, les pétromonarchies, etc. se disent mais attendez les mecs, on vous donne du pétrole, c'est toujours la même molécule, okay, on refait le même débat que dans les années 70, et vous nous donnez des obligations qui en gros nous promettent de perdre 7% par an pendant 10 ans. On vous donne du pétrole, du bon pétrole, contre ça, contre des actifs qui nous font perdre de l'argent. Et en plus de ça, on n'est même pas sûr que l'inflation n'aille pas à 15-20%, qu'on perde encore plus que
aujourd'hui se repose la question qui s'était posée dans les années 70, c'est-à-dire comment moi qui suis producteur de pétrole, je suis garanti de ne pas perdre de l'argent quand je fais du business avec vous en dollars. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Cette fois-ci, les Américains n'ont pas de lapin à tirer de leur chapeau puisqu'ils sont complètement surendettés. Il faut voir comment l'État américain s'est surendetté par rapport aux années 70, parce que dans les années 70, il était solvable, l'État américain, mais aujourd'hui, il est complètement insolvable. Ce qui conserve encore, ce qui permet de conserver encore la souveraineté du dollar, c'est que, c'est le billet d'habitude. C'est comme quand vous avez toute une structure informatique basée sur Microsoft. Vous êtes sur Microsoft, ça va vous engendrer des coûts énormes de passer à Apple si vous avez à changer. Au niveau d'une entreprise, ok, Microsoft c'est peut-être pas terrible, ça se dégrade, c'est de moins en moins qualitatif, mais oui, mais en même temps, si on change, il faut tout changer, quoi. Donc c'est un peu pareil avec l'effet structurel du dollar. Il y a un effet d'habitude, il y a tout un tas de marchés, un écosystème qui s'est mis en place, il y a un terreau qui s'est mis en place, et c'est pas si facile que ça de changer. Vous avez premièrement ça, deuxièmement, vous avez l'armée américaine, l'US Navy notamment, qui garantit la sécurité maritime, qui garantit le commerce mondial, qui est de loin la meilleure armée mondiale, et ça, on n'est pas prêt de la déloger. Donc vous avez en gros le dollar qui est la monnaie de l'armée la plus puissante au monde, et c'est une armée qui est au service du commerce, globalement, donc de la paix, globalement. Il y a des exceptions évidemment, mais globalement c'est ça. Donc c'est très difficile de changer le dollar. Mais en tout cas, la question qu'on peut se poser, et je n'ai pas la réponse actuellement, c'est s'il y a un crash du dollar, est-ce qu'on ne va pas augmenter petit à petit l'incitation pour d'autres acteurs à se pencher vers le yuan, vers principalement le yuan, en tout cas les acteurs asiatiques, à se dire, attendez, ok, il y a un coût d'opportunité à changer de monnaie par rapport au dollar au niveau de notre business, de tous nos échanges sur le pétrole, mais vu que le dollar se casse la figure et que le yuan, lui, il est stable, même s'il y a un coût d'opportunité à changer, de passer de Microsoft à Apple, donc du dollar au yuan, admettons, et bien, vu que le dollar vraiment se crache beaucoup, ça vaut peut-être quand même le coup de changer. Je pense que vous allez avoir un arbitrage qui va devenir de moins en moins évident, ou de plus en plus évident selon le niveau où on se place, entre conserver uniquement le dollar dans les échanges pétrole ou passer un système à deux têtes avec le dollar et le yuan. Alors le yuan a commencé à trader le pétrole depuis quelques temps. Bon, évidemment ça reste très minoritaire parce que comme Apple au début dans sa concurrence avec Microsoft, c'est assez difficile de déloger les entreprises, de déloger les administrations qui sont clientes de Microsoft depuis longtemps de leur système d'information, de leur système de traitement, de leur système d'échange. Mais en tout cas c'est un noyau qui est là, qui existe et qui peut être amené à se développer. Nous verrons bien. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que le dollar va rester le roi, parce que même si vous avez un système à deux têtes, de toute façon, vous aurez des dérivés qui vont se mettre en place entre le dollar et le yuan. Vous allez devoir, de toute façon, à un moment donné, trader le yuan par rapport au dollar. De toute façon, le dollar va rester central. De toute façon, il va rester au centre du jeu. Vous n'allez pas pouvoir l'évacuer complètement ou ne trader qu'en yuan, parce que de toute façon les économies sont tellement imbriquées que vous allez forcément avoir à un moment donné des échanges entre le yuan et le dollar, même si vous avez un système à deux têtes. Voilà ce que je voulais dire donc sur ce débat entre est-ce que l'économie, est-ce que la monnaie mondiale c'est le dollar ou est-ce que c'est pas le pétrole, et est-ce que justement c'est pas autour de ce pétrole que vont se dessiner les alternatives au dollar. La plus intéressante, je pense, la plus probable en tout cas, c'est le yuan. Peut-être qu'on aura des systèmes, une fois qu'on aura eu vraiment une crise monétaire importante qui nous pend au nez, est-ce qu'on n'aura pas aussi un développement d'alternatives, peut-être des cryptos. Je n'y crois pas du tout personnellement au niveau des cryptos. Je pense plutôt un système de blockchain basé sur l'or. Peut-être qu'on aura une multitude en fait de systèmes qui vont se développer et qui permettront d'avoir une alternative au crash du dollar, au roi dollar, qui sera un peu moins le roi, qui sera toujours là, mais qui sera un peu moins le roi. Alors vous avez aussi
dans ce débat que l'on peut avoir une idée assez intéressante qu'énonce Anas Al-Hadji dans cette vidéo que je vous joindrai, donc que je vous engage à écouter complètement. C'est en anglais, mais il développe plus de choses que ce que je vous explique en ce moment. Il y a un deuxième phénomène qui énerve passablement les pétromonarchies, notamment les Saouds, et c'est la raison pour laquelle ils sont assez peu enclins à accueillir Biden, à faire des courbettes aux Américains pour qu'ils viennent les visiter ou qu'eux aillent les visiter aux États-Unis, en dehors des problèmes avec l'Iran. Eh bien, c'est toute cette révolution ESG. En gros, la révolution verte, écolo, comment ESG, c'est Environmental, Social and Governance. Voilà, c'est bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, c'est de toute façon, on n'a rien à faire de votre pétrole. Nous, on va rouler électrique. Voilà, je résume, hein, mais c'est la révolution écolo électrique. Voilà. Et les Saouds sont passablement énervés de ça parce qu'ils disent mais attendez les mecs, vous voulez qu'on pompe plus de pétrole pour diminuer un petit peu les prix, vous nous fourguez des obligations qui sont pourries, qui nous rapportent de moins en moins d'argent, et en plus de ça vous nous dites qu'on est des méchants parce qu'on vous fournit du pétrole et qu'en gros ouais, le pétrole vous en voulez bien encore mais c'est temporaire, de toute façon à terme vous en voudrez plus, vous en aurez plus besoin, vous n'aurez plus besoin de nous et vous utiliserez donc vos voitures électriques, voilà, vous nous ferez la nique. Hein, vous allez nous faire un beau tour, nous jouer un tour, et donc vous allez utiliser vos voitures électriques et puis notre pétrole. En tout cas, c'est ce que vous nous laissez sentir, c'est ce que vous nous dites, et ça ne nous intéresse pas du tout personnellement, parce qu'évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est continuer à vous fournir notre pétrole. Et donc, Anas Al-Hadji explique une chose, c'est que il dit que les Saouds s'apprêtent, et les pétromonarchies de façon générale, se disent ok les mecs, vous voulez vous passer de pétrole avec vos voitures électriques, tous vos systèmes, vos panneaux solaires, etc. Très bien. Il est peu probable que vous y réussissiez, que vous arriviez à vous passer totalement de pétrole ou même d'une moitié de pétrole. Mais de toute façon, même si vous y arrivez, même si vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans, même si vous investissez énormément là-dedans, nous ferons en sorte que votre énergie, que vos technologies électriques, etc., soient faites à partir de notre pétrole. Nous ferons en sorte que si vos panneaux solaires, etc., sont produits en Chine, que la Chine utilise notre pétrole pour le faire. Parce qu'il faut de l'énergie pour transformer les métaux, pour agréger tout ça, il faut de l'énergie, et forcément l'énergie, c'est le pétrole. C'est encore la reine de l'énergie, le pétrole, c'est le sang de l'économie. Donc très bien, faites votre révolution écologique, mais votre révolution écologique sera faite avec notre pétrole. Ça, c'est la première chose qu'ils disent. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne croient pas du tout à une révolution donc, ESG, une révolution verte, tout simplement, et non plus à une révolution nucléaire. La raison est simple, c'est que finalement, il serait beaucoup plus efficace. Et donc, si c'est ce qui est beaucoup plus efficace, c'est probablement c'est aussi ce qui sera fait, à terme. Il est beaucoup plus efficace d'améliorer l'efficacité aujourd'hui des moteurs thermiques et globalement de toute notre infrastructure thermique, autoroutière, routière, etc. existante, que de créer de nouvelles centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, c'est très bien, mais c'est très cher, c'est extrêmement capitalistique. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a plus tendance à ne pas privatiser dans ce secteur, à rester en national, en public, parce que via le secteur public, on peut emprunter à moins cher, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, puisque les États sont encore aujourd'hui considérés comme plus sûrs au niveau des prêteurs que le secteur privé. Et donc quand c'est l'État qui emprunte de l'argent, eh bien, il va l'emprunter à moins cher. Et comme il faut beaucoup emprunter d'argent au niveau du secteur nucléaire, eh bien, on préfère rester en public. Le secteur nucléaire est très capitalistique et pour pouvoir l'agréger, le créer, le développer, même ne serait-ce que l'entretenir, eh bien, c'est plus intéressant de rester au niveau du secteur public. Jusqu'à aujourd'hui en tout cas, peut-être que ça va changer. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça coûte moins cher de se développer grâce à de l'emprunt public. Mais, nous avons de moins en moins d'épargne, nous sommes de moins en moins solvables, quand nous ne sommes pas carrément insolvables aujourd'hui déjà. Et donc il est peu probable que l'on réussisse à agréger beaucoup de capitaux sur le nucléaire
à moins vraiment d'en faire une priorité nationale, une top priorité, qui exclut beaucoup d'autres priorités, notamment des dépenses sociales, etc. Il est peu probable qu'on mette vraiment le paquet au niveau nucléaire. Et donc, dans cette situation, et même d'un point de vue physique, je dirais, parce que l'infrastructure électrique, c'est bien beau, mais non seulement vous allez créer toute une filière de production de traitement, de l'uranium, vous allez créer des centrales, vous allez créer une industrie de retraitement, vous allez créer toute une industrie de réseau électrique, il faut créer des bornes électriques, il faut créer les voitures électriques, etc. C'est beaucoup moins cher d'optimiser, de rendre plus propre entre guillemets les moteurs thermiques qui existent, qu'on connaît, qu'on développe depuis des décennies, d'utiliser nos routes, etc. existantes, d'utiliser nos réseaux existants, nos raffineries, nos stations-service, etc. C'est beaucoup plus facile de capitaliser là-dessus que de créer une infrastructure quasiment de zéro. Il y a des pays qui ont quasiment zéro nucléaire. Aujourd'hui, imaginez si l'Allemagne devait se remettre complètement nucléaire, ce serait vraiment un chantier national gigantesque, avec des fondamentaux économiques qui sont beaucoup moins bons que dans les années 50 et 60. Donc il est peu probable que cette révolution verte survienne. Je pense que la seule vraie révolution qui pourra arriver, c'est in fine qu'on arrête de croire en cette révolution verte, qu'on se remette à faire confiance aux producteurs stabilisés, historiques, qu'ils fassent de meilleurs moteurs thermiques, des moteurs hybrides, qu'on utilise de façon plus efficace le pétrole, qu'en effet on développe des solutions alternatives qui permettent un petit peu de limiter l'impact, mais bon, qui resteront minoritaires, et surtout qu'on développe des voitures moins lourdes. Aujourd'hui, ça sert à quoi de faire une voiture électrique si votre voiture électrique a le poids d'un tank? Vous allez faire des batteries énormes, au final, c'est quoi le gain? Aujourd'hui, les Saouds ne sont pas du tout inquiétés par la voiture électrique parce que nos voitures électriques sont beaucoup trop lourdes, il y a beaucoup trop de systèmes embarqués, etc. Donc au final, vous utilisez énormément de pétrole pour d'énergie pétrolière issue du pétrole pour développer vos batteries électriques. Parce que vos voitures sont trop lourdes. Donc la grande révolution, ce sera la sobriété énergétique probablement, c'est-à-dire faire des voitures plus légères, avec moins d'équipement, mais voilà, qui vous amènent d'un point A à un point B, que ce soit des voitures électriques, mais aussi les voitures thermiques, que tout soit ça plus léger, plus sobre, plus efficace. Voilà. C'est comme en alpinisme. En alpinisme, ceux qui performent, c'est pas les gros gabarits, c'est pas les mecs qui font des quintaux, qui font 100 kg. Les mecs qui performent, c'est les chiens fous. C'est comme dans les forces spéciales, dans l'armée, etc. Les mecs les meilleurs, c'est les mecs qui montent des cols à vélo, qui font des randos de dizaines de kilomètres par jour. C'est des mecs qui ont un rapport poids-puissance efficace. Parce que quand vous êtes dans un système où il y a une moindre calorie, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des gros gabarits qui, ok, sont puissants, qui ont une puissance courte, mais qui, in fine, vont vous bouffer votre calorie dans l'environnement. Vont vous bouffer la calorie disponible beaucoup plus que nécessaire. Donc il faudra des voitures plus légères et probablement qu'aussi il y aura moins d'avions, moins de vacances à l'étranger, qu'on ira moins loin en tourisme, qu'il y aura plus de travail, qu'il y aura plus de sobriété énergétique de façon générale. Voilà. Donc les Saouds ne sont pas inquiétés par la révolution ESG, mais ils sont énervés par ce discours qui ne les met pas en confiance, qui ne leur fait pas dire que l'Occident est de leur côté. Or c'est quand même ce que Donald Trump, il me semble, avait réussi à faire, c'est-à-dire rassurer les Saouds, leur dire, écoutez les mecs, si vous avez des problèmes avec l'Iran, on est là, on souhaite régler le problème israélien, mais Israël fera du business avec vous. Votre pétrole, on en veut, on ne vous posera pas de problème de réglementation, etc. Votre pays, il est ce qu'il est, votre société, elle est ce qu'elle est, on va pas faire du nation building comme en Irak, on va pas arriver et tout révolutionner, on ne vous demande pas de changer, même si, si vous changez, ce serait mieux, effectivement, il y a quand même une immaturité sociétale au Moyen-Orient qui est féroce, qui est énorme, mais voilà, on va pas changer ces gens du jour au lendemain, et si on essaie de les changer, comme en Irak, est-ce qu'on va pas avoir plus de problèmes que ceux qu'on pensait résoudre? Idem en Libye, on voit ce que ça a donné. Donc c'est ce que n'a pas réussi à faire Biden, parce que Biden est parti avec son extrême gauche, Ocasio-Cortez, toute son extrême gauche, Bernie Sanders, qui ont voulu faire leur révolution keynésienne
leur soi-disant révolution verte. Donc ça énerve les Saouds. Non seulement ils ont l'impression de se faire flouer au niveau du business, des obligations du marché obligataire américain, mais en plus de ça, on a l'impression qu'on leur crache à la figure, qu'on veut faire un deal avec l'Iran pour on ne sait quoi. De toute façon, l'Iran est tout proche de la bombe atomique parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, parce qu'on n'a pas écouté Donald Trump, parce qu'on a perdu du temps, parce qu'on les a laissés faire. Donc l'Iran, ils ne sont pas rassurés là-dessus. Au niveau des chiites, il faut savoir que globalement les réserves de pétrole koweïtiennes, saoudiennes, sont des réserves de pétrole qui sont situées sur les zones chiites de ces pays, qui sont vraiment pas rassurés avec ça. Et en plus de ça, vous leur mettez à la figure que de toute façon, ok, on commerce avec eux temporairement, mais que bientôt on n'aura plus besoin d'eux et qu'on sera bien content quand on sera avec nos voitures électriques de bobo et qu'on n'aura plus besoin de pétrole. Voilà. Ça, c'est complètement délirant. Ça, c'est de la publicité, c'est du marketing. Si vous croyez ça, vous êtes stupide, je suis désolé, c'est de l'absurdité. C'est quelque chose qui va à l'encontre de la physique classique. Combien de calories, combien de densité énergétique vous avez dans un litre de pétrole et combien vous avez cette densité, calorique dans une batterie électrique. Ça n'a rien à voir. Regardez la place que ça occupe, le poids nécessaire pour faire rouler une voiture sur 500 km en autonomie entre une voiture électrique et une voiture thermique. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc il faut donc se replacer ces données historiques et physiques en tête. Il est fort probable que les Saouds se tournent de plus en plus vers le yuan, et il est fort probable que les Saouds se tournent de plus en plus vers l'or. Il est fort probable que les Saouds achètent de moins en moins de bons du trésor américain. Il est fort probable que les Saouds ne pompent pas plus de pétrole que ce qu'ils font. Contrairement aux années 70, les Américains n'ont rien à leur proposer cette fois-ci pour qu'ils continuent à produire autant de pétrole qu'avant. Et donc ils vont se dire, on va gagner plus d'argent en laissant notre pétrole qui va s'inflater gentiment dans notre sous-sol que de l'envoyer chez ces abrutis d'Américains qui nous prennent pour des imbéciles. Voilà ce qui va se passer. Et donc on va voir si effectivement, comme on dit aujourd'hui, la récession va faire baisser les prix du pétrole. J'en doute très fort. Peut-être qu'il y aura des soubresauts et de la volatilité, mais je peux vous dire qu'à moyen terme, les prix du pétrole vont continuer à augmenter parce que là, on n'a pas trouvé la solution. Et en plus de ça, on reste très défavorable au business du pétrole. Les réglementations, notamment de l'administration américaine, restent très défavorables à l'industrie pétrolière aujourd'hui aux États-Unis. C'est pas en insultant le patron d'Exxon, en lui disant qu'il fait plus d'argent que Dieu, que vous allez l'inciter à investir. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. C'est pas en insultant les gens qui vont aller dans votre sens. Ça me semble complètement illogique. Surtout que vous dites au PDG d'Exxon qui fait trop d'argent, en gros qui profite des gens, mais pendant des années, vous n'avez pas dit à Google, à Facebook qu'ils profitaient des gens, alors qu'ils ont fait beaucoup plus d'argent qu'Exxon. Voilà. Donc il faut savoir raison garder. Je vous invite à regarder la vidéo d'Anas Aladji et donc à commenter ma prise de position. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ce vers quoi nous allons aller? N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien.